Avec l'agglo, plus belle la vie. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. New Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, Fit Crossing et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. Agi, les experts de la fermeture ensoleillent votre maison et vous souhaitent une excellente année 2016. AVS Santé vous a accompagné tout au long de l'année 2015. Et vous souhaite une excellente année 2016. Et surtout, une bonne santé! FPS Véranda vous souhaite du bon temps par tous les temps. Bonne année à tous. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, place aux enfants sur Mosaïque. Dans le quartier de Haute-Pierre, à Strasbourg, 2 enseignantes de l'école maternelle ont fait le pari de modifier l'espace même de leur école en créant un petit jardin sauvage. Les enfants du dehors, un film de Mariette Feltin à découvrir demain sur Mosaïque. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. C'est le temple des arts et du spectacle sur un site classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Bienvenue sur la place Stanislas de Nancy et bienvenue à l'Opéra national de Lorraine. On rejoint Laurent Spielmann. Laurent, vous êtes directeur de l'Opéra national de Lorraine. Opéra national, c'est un label. Oui, c'est un label que nous avons eu en 2006. Nous sommes 5 maisons d'opéra à avoir ce label en France. Et donc nous en sommes très fiers. Nancy peut être fière de ce grand label. Absolument, oui, c'est une reconnaissance du travail qui a été mené dans cette maison. Combien de personnes, est-ce que vous savez combien de personnes, enfin je suppose que oui, travaillent ici en comptant les artistes, évidemment on ira les rencontrer, mais aussi tout ce qu'on ne voit pas, les coulisses, les décors. Alors nous sommes 175 permanents, avec des artistes, des musiciens, des artistes des chœurs, une équipe administrative et de communication, des techniciens, ateliers de décor, ateliers de couture. Et puis on rajoute à ça des vacataires, les étudiants qui nous aident à placer les gens dans les salles par exemple. En tout, ça fait 224 emplois temps plein. Équivalent temps plein. Et puis après ça, nous avons 500 solistes, artistes de toute nature, des techniciens qui nous rejoignent suivant les productions. Et ce qui fait déjà pas mal de monde. C'est déjà beaucoup de monde. Et puis nous avons 482 entreprises l'année dernière qui ont travaillé avec nous. Vous voyez, c'est beaucoup de monde qui, autour de l'Opéra national de Lorraine, font vivre la ville. On va voir un spectacle, on va voir beaucoup d'extraits d'ailleurs de spectacles dans cette émission, mais pour bien comprendre ce dont Laurent Spielmann vient de vous parler, je vous propose de regarder l'un des spectacles qui est passé cette saison, Armide de Lully, ici à l'Opéra national de Lorraine.
c'est Nancy qui voulait faire cet opéra de Lully. Et moi, c'est le 7e opéra de Lully que je dirige, donc j'ai une certaine connaissance du compositeur, du style. Et c'est un compositeur que j'affectionne particulièrement, que j'aime bien enregistrer. C'est le créateur de l'opéra français, c'est quelqu'un qui a créé une forme très audacieuse, très ample pour l'époque, et qui a vraiment révolutionné l'Europe musicale de son temps. Armide, c'est une enchanteresse très connue et elle a un grand pouvoir sur les hommes. Ils tombent tous amoureux d'elle, sauf un, c'est Renaud, et il résiste à son charme. Et bien sûr, Armide tombe amoureux de lui. Et à la fin, au milieu du spectacle, lui aussi, il tombe amoureux d'elle. Mais alors elle se demande, est-ce qu'il m'aime vraiment à cause de moi ou à cause de mon pouvoir? Et en fait, ça, c'est son grand conflit. Et à la fin, Renaud est reappelé de renoncer à Armide et elle est très très seule et déçue. Première lecture, c'est beaucoup de scènes, c'est 5 actes plus prologue, donc 6 actes, avec beaucoup d'action, beaucoup de danse. En fait, on a une telle richesse qu'on peut raconter 2 mondes. Il y a vraiment des moments de très belle joie et de danse et des chœurs, mais aussi des solistes très très intensifs, très directs. Et il y a une multitude de langages musicaux là-dedans. C'est pas un ton tout le temps. C'est comme un grand œuvre baroque où il y a plein de personnages, en fait, des arrière-plans, des avant-scènes. C'est vraiment un chef-d'œuvre très très accompli. Il y a beaucoup à découvrir. Nos plus vaillants soldats sont tombés sous ses coups. Rien ne peut résister à sa valeur extrême. Il faut respecter cette partition qui est une partition extrêmement délicate, donc il faut la manipuler avec beaucoup de soin. Et puis d'un autre côté, si on ne fait rien, il ne se passe rien. En fait ici, il y a beaucoup de choses qui nous manquent, on ne sait pas qui joue quoi dans beaucoup d'endroits, il faut inventer des couleurs. Et donc ça c'est le travail du chef. Et puis il y a beaucoup de moments de théâtre pur où c'est vraiment le mot qui guide le tempo et les intentions musicales. Donc il faut vraiment faire habiter les chanteurs chaque moment du texte. Et ça, c'est un travail que j'ai vraiment poussé très très loin avec chacun des chanteurs ici. Mon métier consiste à simplement manager une équipe entre 10 et 15 personnes dans la construction, la conception et la réalisation des décors de l'opéra. Les opéras sur lesquels on travaille sont faits en collaboration directe avec d'autres opéras. C'est simplement les portefeuilles communs pour la production, quoi. Les décors sont des fois immenses et financièrement, l'opéra ne peut pas se permettre de construire un décor seul. Donc il fait appel à d'autres opéras pour subventionner. Et c'est là que les décors tournent dans les opéras qui ont mis la main à la poche, quoi. Pour faire un décor, bien souvent le metteur en scène, le chorégraphe, le costumier et le décorateur viennent nous faire une remise officielle de maquette, à partir de laquelle on commence à élaborer des études de plan, des études de faisabilité, pour savoir si on peut faire ça dans les délais et au niveau aussi du budget. Ensuite, les tâches sont réparties avec mon bureau d'études et puis dans les divers ateliers, serrurerie, menuiserie et décor. Pour faire une production, il faut compter 1 mois et demi, 2 mois. Il y a des contraintes pour la construction des décors. Il faut que le décor puisse rentrer sur tous les plateaux communs des théâtres qui coproduisent le décor, la production. Et l'autre contrainte aussi, c'est que le décor doit se couper en petits bouts de Lego pour pouvoir être affrété dans des camions. La difficulté quand les décors partent de mes ateliers pour aller sur le plateau de l'opéra, c'est le montage au sein même du plateau avec des équipes
diverses, des machineries, des cintriers et ainsi de suite, où là il faut un langage de communication beaucoup plus précis en matière de plan et ainsi de suite pour pouvoir retranscrire ce que nous on a dans la tête dans l'élaboration, ce qu'on a fait un petit peu avec nos mains, et puis la machinerie où il monte effectivement la structure du décor, où il faut que tout soit bien réglé, les plans, tout bien repéré, calpiné et ainsi de suite. L'opéra, c'est énormément de professions qui se côtoient dans ce bâtiment magnifique, et une profession qui est très importante, qui est la première profession qu'on voit avant même de regarder le spectacle, c'est la profession d'ouvreur. Vous voyez qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle le ticketing, c'est-à-dire vérifier si vous avez vos billets pour rentrer. Il y a Geoffroy là qui est en plein travail. Venez voir une seconde, Geoffroy, si on peut vous déranger. Vous êtes ouvreur depuis combien de temps? Je suis contrôleur depuis le mois de septembre 2015. Donc on dit contrôleur. Le boulot, c'est évidemment de vérifier que les gens aient leurs billets, mais je suppose que ça va un peu au-delà. Alors nous contrôlons simplement les billets, donc nous guidons les gens, par exemple si ils ont une billetterie internet ou alors s'il y a des invitations. Notre boulot s'arrête à peu près ici, ou alors placer les gens qui sont en retard. Oui, leur dire vous allez par là, vous allez à tel endroit, leur indiquer le chemin. Il y a aussi le fait que vous représentez la maison, c'est vachement important. C'est un honneur de représenter l'Opéra National de Lorraine. Je suis lorrain, donc c'est forcément une petite fierté de représenter un peu l'opéra et de par là ma région, quoi. Les petits violons étaient les derniers-nés d'une très ancienne famille qu'on appelait la famille des cordes. La famille des cuivres sonna, magistrale. Le grand orchestre était né. Carmelo Agnello est responsable du service pédagogique ici à l'Opéra National de Lorraine. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes celui qui ouvre les portes de cette belle maison pour tous les publics. Oui, surtout le public qui n'est jamais venu. Celui qui nous intéresse surtout, c'est celui qui arrive plein d'a priori, plein d'idées fausses sur l'opéra, et on essaie de lui montrer que c'est pas vrai, d'abord, et que les portes sont ouvertes pour tout le monde. Mais ça suffit pas de le dire, il faut ensuite mettre un certain nombre de moyens en place pour qu'ils se sentent à l'aise chez nous. C'est-à-dire qu'on va mettre tout un système qui va leur permettre d'y entrer bien sereinement, calmement, avec plein de passion. Par exemple, pour les enfants, comment ça se passe ? Il y a 15 000 enfants, nous disait Laurent Spielmann, qui viennent chaque année ici à l'Opéra. Alors ils viennent soit pour l'orchestre, soit pour l'opéra. Sur la programmation, il y a très peu de choses qui sont faites pour les enfants, c'est-à-dire qu'on nous ouvre la grande porte, pas les petites portes. Et donc on a un rapport avec le rectorat, avec toute l'académie, donc les quatre départements de l'académie. Les enfants viennent à 3 reprises, d'abord pour prendre connaissance de l'instrument dans lequel on fabrique nos spectacles, c'est-à-dire une visite du théâtre et des métiers qui sont liés
à la maison, viennent à une séance de travail, c'est-à-dire qu'on les invite à venir voir une répétition des artistes sur le plateau, et ensuite on leur donne la possibilité de venir au spectacle. C'est-à-dire qu'ils auront en fin de parcours l'œuvre aboutie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que je pourrais dire à ma belle-mère pour lui dire venez découvrir par exemple Orphée, on sait qu'on aura 3 Orphées, on en reparlera avec Laurent Spielmann tout à l'heure. C'est quoi l'argumentaire numéro 1 de quelqu'un qui souhaite déclencher l'envie d'aller à l'opéra? À chaque fois c'est super. C'est tout. Je crois que je dirais que ça. Et après, il faut le prouver. Donc, il faut que la maison aussi se donne les moyens pour faire en sorte que ce soit effectivement un grand moment d'émotion pour le public. Bon, vous avez retenu. À chaque fois, c'est super. Merci beaucoup. Nicolas Simon, chef d'orchestre, vient de terminer sa prestation. Je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. On dit comme ça, exactement. Alors, Nicolas, chef d'orchestre, qui n'est pas nancéien d'ailleurs, qui ne travaille pas ici toute l'année à l'Opéra national de Lorraine. Vous êtes venu de Paris tout exprès pour ce rendez-vous. Absolument. On va en reparler dans un instant, mais d'abord, c'est la première fois que j'approche un chef d'orchestre. Je pense que vous êtes nombreux et nombreux à ne pas avoir vu un chef d'orchestre autrement qu'en fonction. Vous avez 34 ans. Vous faites ça depuis combien de temps ? Oula, alors la direction d'orchestre, je crois que la première fois que je suis monté sur un podium, j'étais au collège, donc un peu tôt, très tôt, trop tôt sans doute. Depuis très longtemps, j'ai envie de faire ce métier-là. Moi, je suis violoniste à la base. J'ai fait mes études en tant que violoniste, tout en sachant que j'avais envie de monter sur ce podium pour en faire mon métier. Alors, du coup, vous n'avez pas de baguette. Moi, j'ai noté ça en vous regardant officier tout à l'heure. Visiblement, c'est pas obligatoire. Non, il y a surtout un très très grand chef d'orchestre français, Pierre Boulez, a dirigé toute sa carrière sans baguette. Je pense qu'on lui a jamais reproché. Pour le coup, l'orchestre fonctionne au doigt et à l'œil. Voilà, c'est le cas de le dire. Exactement. Juste une petite question comme ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est finalement entre le public et l'orchestre? Vous êtes le point de mire de tout le monde dans votre fonction. C'est vrai. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant d'être le point de mire de tout le monde, c'est surtout d'être le passeur justement entre l'orchestre et le public. On a cette fonction-là parce que diriger un orchestre, c'est aider les musiciens en répétition, en concert aussi. Et c'est aussi aider le public à écouter les bons instruments par une gestique. Donc voilà, point de mire, j'aime pas trop, mais plutôt passeur. Votre rôle, c'est de maintenir l'harmonie, c'est-à-dire qu'en gros, le piano joue pas tout seul de son côté, le violon tout seul de son côté, c'est de les maintenir dans une cohérence, c'est ça ? Et surtout dans une cohérence rythmique qu'on impose avec une gestique, qui fait que les 60-70 musiciens qui sont derrière ont le même tempo en tête et surtout ils lisent leurs notes mais ils suivent la rythmique. Exactement. Voilà. Et si du coup il y a des fluctuations de tempo, de choses comme ça, les 70 musiciens réagissent en même temps et vont dans le même sens. Parce que ça existe, il y a maintenant aussi des orchestres de 50, 40 musiciens, même plus, qui font ça sans chef, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de connaissances. Donc le chef d'orchestre permet de gagner aussi beaucoup de temps sur des répétitions pour faire jouer les gens ensemble. Là, vous avez eu pour mission de faire aimer la grande musique, la musique classique, la musique symphonique, on l'appelle comme on veut, à un public familial et surtout de gamins. Absolument. Comment on fait pour transmettre cet amour de la musique classique qui vous étreint depuis longtemps ? J'ai envie de dire que il faut que nous, en tant qu'artistes, et c'est ce que je essaie de communiquer aux musiciens, c'est amusons-nous et faisons comprendre au public que c'est quelque chose qui nous plaît de faire cette chose-là. Ce qui est sincère et réel dans mon cas. Et c'est la meilleure façon, à mon avis, de faire comprendre au public que c'est soit un métier, mais aussi un divertissement, un passe-temps, qui nous apporte du bien-être et du plaisir. Et puis l'œuvre fera son travail, comme exactement, surtout celle-ci, qui est vraiment destinée à ce public pour vraiment faire découvrir la machine incroyable qu'est l'orchestre symphonique à travers tous ses instruments. Vous avez eu la chance de voir de face un chef d'orchestre sur My Lorraine. On est fiers de vous avoir présenté Nicolas Simon, qui est venu tout spécialement de Paris pour ce grand rendez-vous de musique ici à l'Opéra national de Lorraine. Merci Nicolas de vous être montré au public et de m'avoir permis de découvrir qu'un chef d'orchestre n'a pas d'épaulettes. Exactement. Parce qu'en général, on les voit très costauds. Non, vous êtes naturel et c'est ce qu'on aime. Merci, à bientôt. Merci à vous. On va continuer à découvrir l'Opéra national de Lorraine dans cette émission. Un
l'opéra a toujours besoin d'un atelier de couture. Dans la mesure où nous, on fait des créations, il nous faut forcément un atelier. C'est un métier d'artisanat. On n'est pas dans l'industrie, on fait du sur-mesure. Quand nous, on démarre un projet, on va avoir un rendez-vous avec le costumier, donc, qui dessine tous les costumes en accord avec la mise en scène, avec qui on va aller acheter les tissus, discuter de forme, de couleur, de volume, enfin, on va tout démarrer avec le costumier. Ici, on a la chance d'avoir un atelier où il y a à la fois des tailleurs et des gens qui font du flou. Tailleurs travaillent costume, a priori des tissus plus épais. C'est pas le même travail que le flou, qui sont des tissus légers, le tulle, toutes les choses pour femmes. Mais on a ici la chance que tout le monde travaille les deux. Chacune a un point fort. Sur Orphée, on a 2 costumes pour chaque chœur, ce qui fait environ déjà 30 costumes pour les hommes, 30 pour les femmes, une 60aine de costumes pour les chœurs, donc, plus nos 9 solistes qui ont chacun un costume. C'est courant, effectivement, parce que d'une manière générale, les opéras se déroulent sur plusieurs actes et l'ambiance n'est pas la même dans l'acte 1, dans l'acte 2. Quelquefois, on a même 3 costumes à faire si les chœurs sont présents dans les 3 actes et que les ambiances changent énormément. Les costumes changent aussi. Donc on attend, nous, les chanteurs, pour finaliser. On peut préparer nos essayages, mais il nous faut le chanteur pour être bien sûr de ce qu'on fait. On peut réaliser un costume de 1000 façons différentes. Pour le montage aussi. Notre partie à nous, c'est d'adapter les techniques qu'on connaît, pour arriver à réaliser le bébé du costumier, pour réaliser son rêve, quoi. Magique pour les enfants, c'est sympa, ça lui fait découvrir la musique classique et puis voilà, c'est une première découverte. Il s'appelle comment? Gustave. Gustave, il a quel âge? 2 ans et demi. C'est beau Gustave ici, ça te plaît? Oui. Tu as déjà entendu la musique ici? Oui. Très bien, donc 2 ans et demi, vous l'amenez à l'opéra, c'est super bien, c'est pour lui montrer autre chose? Oui, voilà, pour découvrir un peu la musique classique, voir les instruments. Vous êtes venu en famille avec joie ou vous êtes venu en famille parce qu'il fallait venir absolument? Bah, parce qu'il fallait venir, mais après c'est bien quand même. C'est pas quand même la musique qu'on écoute tous les jours dans son appareil, non? Non, c'est vrai, mais c'est beau quand même. Qu'est-ce que vous diriez, madame, si le petit vient vous voir en disant « Tiens, moi je ferais bien de l'opéra plus tard ». Moi je serais d'accord, oui. Pourquoi vous les amenez ici? Vous pourriez les emmener au judo, vous pouvez... Leur faire découvrir d'autres choses, en fait, un autre univers. Le public vient de sortir, les familles, les enfants sont repartis après ce concert en famille et on a le privilège d'avoir pour nous tout seuls la salle de l'Opéra National de Lorraine à Nancy, avec le plaisir supplémentaire d'accueillir l'un des artistes qu'on a vu tout à l'heure, Gaspard Hoyos. Bonjour Gaspard. Bonjour. Gaspard, rien que votre présence nous montre l'excellence de l'Opéra National de Lorraine parce que vous venez de Bogota.
Oui, c'est vrai, je viens de Bogota. Et il est arrivé ici, Gaspard, par concours. En fait, il y a des concours internationaux pour entrer dans les opéras, dans les orchestres, dans les endroits comme celui comme l'Opéra national de Lorraine. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tous les orchestres du monde maintenant sont de plus en plus cosmopolites, avec beaucoup de nationalités représentées. Et Nancy n'est pas l'exception. Flûte traversière, très technique, hein, parce que faites voir comment, on vous voit toujours de très très loin, mais pour jouer d'un instrument comme celui-ci, il faut avoir une position bien particulière, si je ne m'abuse. Comme ça. Vous avez commencé à quel âge, vous vous souvenez? Oui, j'ai commencé assez tard, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. D'accord, comme ça, en violon d'ingre, comme on dit. Comme ça, mon meilleur ami à l'époque, j'avais dit, j'aurais envie qu'on fasse du violon, comme ça, une folie. Et il m'a dit, non, mais non, c'est plus chouette la flûte. Donc j'ai dit, d'accord, on va faire la flûte. On se lance. Et c'est parti, c'est jamais fini. Vous auriez pu vous arrêter en cours de route, faire ça le dimanche pour le plaisir. Visiblement, vous êtes arrivé à un point d'excellence dans cet instrument. Pourquoi vous n'êtes pas arrêté en cours de route? C'est une passion, plus qu'une passion, c'est quelque chose qui devient une partie de votre vie, de votre cœur. Ça vous procure des émotions tous les jours. Et du coup, on peut pas s'en lasser, on en a besoin tous les jours. Donc c'était un plaisir supplémentaire dans l'existence. Oui. Et c'est un moteur aussi de votre vie. Oui, c'est un moteur déjà d'émotion et puis d'amour, de passion, de partage aussi. Après, c'est ça qui est très important. Au départ, c'est quelque chose un peu en solitaire avec le professeur. Et plus ça va, plus on partage. Et quand on arrive, par exemple, à faire partie d'un orchestre comme ça, on se rend compte que tout ça, ça valait la peine. C'est ce partage avec le public, avec une salle comme ça remplie, c'est énorme, c'est le plus important. Et c'est de plus en plus important avec le monde, la façon d'évoluer du monde. L'art, la musique, c'est des remparts contre l'horreur. Contre la barbarie. Contre la barbarie. Une découverte donc de l'Opéra national de Lorraine. On va terminer ce rendez-vous avec son directeur qui nous a accueillis tout à l'heure, Laurent Spielmann. Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grands temps forts pour nous rappeler ce qu'on pourra venir voir ici à l'Opéra national de Lorraine dans les mois qui viennent? Nous avons 6 productions. Nous commençons par 3 Orphées d'affilée. L'histoire d'Orphée, qui est une histoire mythique, bien sûr. Mais on commence par le plus amusant d'entre eux, c'est Orphée aux Enfers d'Offenbach. C'est pour les fêtes. On commence le 29 décembre. C'est joyeux, ça va nous changer les idées. Absolument. C'est super sympa, très très bien. Voilà. Après, nous avons un opéra baroque, c'est l'Orphée de Rossi, avec Raphaël Pichon à la tête de son ensemble Pygmalion. Et puis après, nous avons Orphée Eurydice de Gluck. Donc 3 Orphées l'un après l'autre. Et puis après, une autre aventure commence avec, il y aura Les Pêcheurs de Perles de Bizet, un grand chef-d'œuvre, une œuvre qui est très attendue. Nous aurons aussi, en fin de saison, Lucia di Lammermoor de Donizetti. Et puis, à la Manufacture, nous présenterons un petit opéra qui s'appelle La Rose Blanche, qui concerne l'histoire, pas drôle cette fois-ci, de Hans et Sophie Scholl, qui ont été 2 étudiants de Munich en 1943, qui ont distribué des tracts et qui se sont fait arrêter par la Gestapo et décapités. Et donc ça raconte leur dernière nuit dans les geôles de la Gestapo, puis c'est montré aussi qu'en Allemagne, il y a eu aussi de la résistance. C'est, pour résumer un peu ce que vous faites depuis plusieurs années, ce que fait l'opéra ici depuis plus de 100 ans, c'est de passer d'une époque à une autre, d'un sujet à un autre, mais c'est quoi le point commun? Le point commun, c'est, ou plutôt l'identité de ce théâtre, c'est de traverser tous les siècles, de la musique baroque à la musique du XXIe siècle, et de voir combien ces œuvres nous interrogent encore aujourd'hui. Elles ne sont pas des œuvres du passé, elles sont toujours des œuvres actuelles. Merci Laurent Spielmann, merci aux artistes, à tous les professionnels qui travaillent ici, parce que on est très très fiers, vous le savez, de l'Opéra national de Lorraine. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission spéciale.